Un train couchette, départ de Paris, arrivée à Briançon. Devant les paysages endormis, 10 passagers tissent des liens. Le train, où tout se joue, se transforme alors en huis clos. C'est la société au microscope. Tout peut arriver, mais on ne peut pas en sortir. Ainsi nous fait voyager Philippe Besson dans son roman Paris-Briançon. C'est vrai qu'Alice a quelques maux de ventre quand elle pénètre dans le train qui doit la mener à Marseille. Rien ne laissait présager que son trajet allait autant se compliquer au fur et à mesure des kilomètres parcourus. Vous écoutez Transfert, épisode 277, un témoignage recueilli par Marion Pépin. En novembre 2022, j'ai 26 ans. Je suis en couple avec Antoine depuis 4 ans. Tout se passe très bien. Ça fait 2 ans qu'on habite que tous les deux. Et on vit une petite vie de couple qui se passe vraiment à merveille. On sait qu'on veut des enfants, on sait qu'on veut se marier, on sait qu'on veut rester ensemble. Donc tout est parfait. On aime beaucoup se faire des week-ends, des vacances. C'est très rare qu'on parte dans le sud de la France. Mais là, pour nos 4 ans, je m'étais dit, je vais l'emmener voir un match de l'Olympique de Marseille, parce qu'on est fans tous les deux de foot, et notamment de l'OM. Donc je trouve des super bonnes places, je suis hyper contente. On s'organise un très beau week-end dans un petit hôtel spa. On est samedi matin, on prend notre taxi pour aller à la gare de Lyon. Donc à 4h30 du matin, on prend le premier train pour aller à Marseille, donc à 6h. Le réveil est très compliqué. J'ai mal au ventre toute la nuit. Je dors pas, en fait, tout simplement. Mais je mets ça sur le compte de problèmes de femme, finalement. Tout ce qui est de plus basique, mais quand même plus intense que les autres fois. Et puis je me dis, c'est pas grave, on part en week-end en amoureux, ça va se calmer, on va oublier tout ça. Et puis on arrive à la gare. Les douleurs s'intensifient, mais je décide de pas trop en parler à Antoine parce que je veux pas l'inquiéter avec ça. Et on monte dans le train. On est assis, le train démarre. Au bout d'1 heure de train, vraiment là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal ce qui se passe dans mon ventre. Je sens beaucoup trop de douleur, des grosses crampes, enfin quelque chose qui ne va pas. Je vais plusieurs fois aux toilettes, Antoine m'accompagne. Lui aussi, il sent que c'est pas normal. On est perdu en fait dans le train parce que on est enfermé, on peut pas faire grand-chose. Je décide de retourner m'asseoir quand même à ma place. Et puis là, gros liquide entre mes jambes. En tant que femme, je comprends assez vite ce qui se passe. Donc je dis à Antoine, je perds les os. Il me regarde, il fait, bah non, tu n'es pas enceinte. Je lui dis, bah je sais pas, mais là je suis en train de perdre les os. Donc panique. Panique, on se met au milieu du train, enfin pas au niveau des places, mais là où je peux bouger, pour ne pas déjà déranger les gens ni les inquiéter, et où je peux un peu faire du bruit. Je sens des regards sur moi et sur nous, mais j'y apporte pas d'attention. Il y a une dame qui m'aide, qui me demande si je vais bien, qui me demande si j'ai besoin d'aide, qui m'aide à me relever, à bouger un peu. On arrive à Avignon, en fait, dans 20 minutes. On le sait parce que le train s'arrête à Avignon. On prend la décision de ne pas s'arrêter avant et de ne pas sonner le signal d'alerte, puisqu'en fait, on se dit on va être perdu au milieu de nulle part. On ne sait pas, en fait, s'il y aura un hôpital à côté. Donc Antoine décide d'appeler les pompiers. Les pompiers comprennent pas trop pourquoi on leur demande de venir alors qu'on n'est pas encore à Avignon. Donc Antoine insiste beaucoup. Là, il y a un problème de train et le train s'arrête en plein milieu de la voie. On se dit, combien de temps ça va durer ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai l'impression que ça dure une éternité. Le train repart, on arrive à Avignon. Une dame m'aide à descendre du train, parce qu'elle n'y arrivait pas toute seule. Et Antoine doit descendre les valises, on ne peut pas les laisser à l'intérieur. On descend, je le suis tant bien que mal. Les pompiers nous demandent de nous mettre dans un endroit visible, qui peuvent nous retrouver facilement en fait. Donc je suis à 4 pattes, en plein milieu de la gare d'Avignon. Les gens me regardent bizarrement. Tout le monde se demande ce qui se passe, puisque je crie un peu. Je crie de peur dans un premier temps, parce que je comprends ce qui nous arrive. Antoine ne comprend pas. Et je crie aussi de douleur. J'ai mal dans l'entrejambe. Heureusement, les pompiers arrivent très très vite.
Ils me prennent en charge tout de suite et on tombe sur quelqu'un de merveilleux qui comprend tout de suite la situation. Donc il me prend dans son camion, il m'examine même pas, hein, et on va directement à l'hôpital. La gare d'Avignon, en fait, se situe à 7 minutes exactement de l'hôpital d'Avignon. C'est la première chose que je lui demande quand je me rentre dans le camion. C'est dans combien de temps on est à l'hôpital. Il me dit 7 minutes. Les minutes sont longues, mais pas tellement, ils me font changer les idées, ils me font un peu rigoler, ils me rassurent surtout. Ils me disent que je suis pris en charge et que ça va bien se passer et qu'il ne faut pas que je m'inquiète. On arrive aux urgences, le régulateur des urgences voit mon cas. J'entends qu'il parle avec le chef pompier et qu'il voit mon cas et qu'il lui dit elle n'est pas prioritaire, elle a juste mal au ventre, elle attend derrière les autres brancards, il y avait 7 personnes devant moi. Et le chef pompier lui fait comprendre que non, que c'est pas possible, que je suis en train d'accoucher, donc on peut pas me laisser en plein milieu des urgences en train d'accoucher, sans aide, sans rien. Je suis allongée sur mon brancard, je suis à côté du chef pompier, je le vois s'énerver. Il prend le brancard et il part d'un coup m'emmener aux urgences mère-enfant sans respecter l'avis du régulateur des urgences. Au moment où je retraverse tout l'hôpital pour aller aux urgences mère-enfant, je pense à rien. Je veux juste qu'on me prenne en charge et qu'on me libère. Antoine, pendant ce temps, il m'inscrit à l'hôpital. Il attend son tour. J'arrive aux urgences mère-enfant. Je suis pris en charge par une sage-femme qui fait une échographie pour voir ce qu'il se passe. Elle m'annonce que je suis dilatée complètement et elle me dit vous accouchez, madame. On va dans la salle d'accouchement. Je sais que j'accouche. Ça me semble tout à fait naturel qu'elle me dise vous accouchez, madame. J'ai envie de lui dire je sais. Je sais très bien, il faut qu'on y aille. Il m'emmène directement dans la salle d'accouchement. On m'explique que je suis dilatée complètement et qu'il est trop tard et trop dangereux pour le bébé de poser une péridurale. Je vais accoucher naturellement. Tout se passe très très vite. On me demande de me déshabiller. On me met en tenue d'hôpital et on me demande de pousser pour accoucher. Ça fait mal. Là, je me retrouve vraiment toute seule. Je demande où est Antoine. Je veux le voir, je veux qu'il soit avec moi. C'est un beau moment. Moi, on me l'annonce comme un beau moment, en tout cas. Il traverse tout l'hôpital en courant avec nos 2 valises. Il se perd et il trouve enfin la porte urgence mère-enfant. Et en fait, il y a plusieurs patients qui attendent. Et ces patients crient c'est vous, Antoine ? Donc il répond oui, étonné. Ils lui disent votre femme est en train d'accoucher, courez, elle est là-bas. Il rentre dans la salle d'accouchement et je le vois. Je suis heureuse de le voir à ce moment-là. J'ai besoin d'une tête connue. Il vient directement me voir. Il me prend la main, il met sa main sous ma nuque. Et en fait, quand il arrive, je suis déjà à ma 2e poussée. Et donc, il arrive en plein milieu du travail. Antoine, fidèle à lui-même, très calme. Il comprend enfin ce qu'il se passe, tout ce que je lui ai dit. Et très calme, il me rassure, il m'aide. Il essaye entre 2 contractions de me faire rigoler pour que le moment soit moins dramatique. Sur le moment, quand Antoine est aussi proche de moi et aussi attentionné, c'est un moment très intense entre nous 2. Je sais pourquoi je suis avec lui depuis ces quelques années. Après 20 minutes de travail, les médecins prennent la décision de faire une césarienne puisque le bébé se présente par le siège et se fatigue. Et moi aussi, je me fatigue. On me dit, on vous endort. Et c'est le plus beau moment de ma journée. Je suis très contente parce que je vais plus rien sentir. J'en peux plus. Je veux juste que ça se termine. Je souris. Et donc, il commence à tout m'installer pour transformer la salle d'accouchement en salle d'opération. Avant que l'anesthésiste m'endorme, Antoine me regarde et me dit « Faut peut-être choisir un prénom. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. On ne sait rien. Donc pour la fille, on avait déjà notre prénom. Et pour le garçon, on se dit pourquoi pas Théo ?
on en avait longuement parlé, puisque je voulais appeler mon fils Théodore. Et Antoine n'a jamais voulu. Et donc sur le moment, il me dit, on fait une concession, on l'appelle Théo. Comme ça, c'est entre les deux. On m'endort à 10h pour ma césarienne. Théo naît à 10h44 et en 1 heure, on est devenus parents. Théo naît à 2,140 kg et 45,5 cm. Donc c'est un petit bébé. Il a du mal à respirer, il a du mal à reprendre ses esprits. Donc l'équipe médicale le met tout de suite, le branche en fait un peu dans tous les sens. Ils lui mettent de quoi respirer, une sonde pour manger. Tous ces branchements, je ne les vois pas parce qu'ils les gardent 30 minutes. Et 30 minutes où ils se rendent compte que par chance, Théo va très bien. Antoine, au moment où je suis endormie pour la césarienne, appelle mon père, dans un premier temps, pour le prévenir que sa fille est endormie, qu'elle est en train de se faire opérer. Antoine dit à mon père, ta fille est en césarienne, on l'a endormie. Elle attend un petit bébé. Mon père rassure beaucoup Antoine, puisque c'est quelqu'un de très calme, très posé. Il rassure Antoine, lui dit que tout va bien se passer, qu'il va me retrouver et qu'on va être heureux. Puis il appelle ma sœur, pareil. Ma sœur qui vient d'être maman elle aussi. Quand je me réveille de l'anesthésie, la première chose que je dis à Antoine, c'est « j'ai faim ». J'ai faim puisque je n'ai pas mangé depuis 5h du matin. J'assimile tout de suite le fait que je suis maman parce que, en fait, ça fait déjà 3 à 4 heures que dans ma tête, j'accouche. Le processus est fait déjà. Tout est normal et je me réveille, j'ai plus mal et nous sommes parents. Je me réveille à midi et on nous emmène dans la chambre de la maternité. On a un petit temps sans Théo. On est juste tous les deux. Je mange, je dors. On parle beaucoup avec Antoine. On parle du ressenti d'Antoine, qui lui vit la scène de l'extérieur. Et donc, je pense qu'il a besoin de parler pour exprimer un peu tout ce qu'il ressent, pour comprendre le fait qu'il soit papa. La semaine qui suit l'accouchement, j'ai quelques complications. En fait, ma cicatrice s'est infectée. J'ai un abcès qui explose dans la chambre à la maternité. Ça fait déjà 2 jours que je me plains de douleur. Mais avec Antoine, tout de suite, on rationalise et on se dit que finalement, on préfère que ce soit des complications sur moi, sur ma cicatrice, que Théo, puisque depuis à peu près 5-6 jours, Théo est en pleine forme, il grossit bien, il réagit normalement à tous les tests que les médecins lui font. On se dit juste qu'on va rester un peu plus longtemps à l'hôpital d'Avignon. On reste en tout 13 jours à la maternité. Les médecins nous disent qu'il ne faut pas prendre de risques, puisque nous, on veut juste rentrer à Paris. Mais ils nous disent qu'il ne faut pas prendre de risques tant pour moi que pour Théo. Pendant ces 13 jours, on crée notre bulle tous les 3. On s'habitue à s'occuper d'un bébé. On change ses couches. On lui donne à manger jour et nuit. On profite beaucoup de lui. On fait beaucoup de peau à peau. Ça nous permet de nous rapprocher de lui et de créer en fait le lien qui n'a pas été créé pendant toute la grossesse. Quelques jours après l'accouchement, les aides-soignants nous proposent de voir une psychologue. Et on accepte avec Antoine parce qu'on se dit que ça peut être quelque chose de bien, ça peut pas nous faire de mal, ça peut peut-être nous aider à réaliser et à vraiment poser des mots sur ce qui nous arrive.
que j'ai fait un déni de grossesse, que pendant toute la grossesse, j'ai continué à fumer, à boire, à vivre ma vie de jeune travailleuse. Et ça nous fait beaucoup de bien. On lui parle pendant environ 3 heures où on échange, où elle nous rassure sur les peurs que les parents peuvent avoir de faire tomber son petit un peu à tout moment, sur les peurs que Théo soit pas normal ou ait des problèmes, puisque c'était une grossesse particulière où finalement j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire pendant une grossesse. Mais en même temps, j'avais mes règles, j'étais sous pilule, on faisait relativement attention, donc j'étais loin de me douter de tout ce qui allait nous arriver après. Pendant ces 13 jours, Antoine organise la suite puisque on habite dans un appartement, un petit appartement de 50 mètres carrés qui n'a qu'une chambre. On ne se voit pas vivre dans cet appartement-là avec Théo, qui est notre cocon d'amoureux. Il y a une solidarité qui s'organise du côté de nos familles. On a des familles où on est assez proches, on est même très proches d'eux. Pour eux, ça leur semble normal de nous aider et d'intervenir en fait pour tout mettre en place pour accueillir Théo quand on rentre à la maison, puisque il faut bien que Théo dorme quelque part et qu'il mange et qu'il soit habillé. J'ai la chance d'avoir une sœur qui a accouché en juin, qui a des vêtements pour les tout petits bébés, qui fait qu'on a déjà pas mal de vêtements chez nous. On a plein de choses à gérer, on accueille Théo et il faut aussi qu'on prévienne notre travail. Moi qui suis salariée, il faut que je prévienne mes supérieurs. Heureusement pour moi, mes supérieurs sont aussi mes amis. Je les appelle et ils tombent un peu des nues quand je leur raconte toute l'histoire. Tout se passe bien, ils me rassurent directement et nous demandent beaucoup de nouvelles de Théo et comment nous on va. On avance, on apprend avec Théo. Et puis Théo apprend à être notre enfant aussi. Et je pense que faire au jour le jour, c'est quelque chose de très bien puisque tout le monde, on grandit en fait tous les trois, tous les jours. On nous dit enfin qu'on peut sortir de la maternité. On est content. On prend le train pour rentrer à Paris avec un petit bébé de 13 jours. Ça passe pas inaperçu. Beaucoup de gens veulent voir Théo, donc c'est vrai que c'est notre première sortie en tant que parents. C'est perturbant d'avoir des gens qui ont un peu plus de regard sur nous que d'habitude. On rentre à Paris. Mes parents nous attendent sur le quai de la gare pour nous aider à rentrer dans notre appartement et à un peu aménager ce qu'on pouvait pour Théo. On continue à vivre au jour le jour avec Théo, à s'habituer. Et on ressent le besoin de bouger. Au-delà de la place, on ne peut pas rester dans cet appartement. On trouve un appartement plus grand, avec une chambre pour Théo, avec plus de place et plus adapté pour une vie de famille. On s'installe dans cet nouvel appartement, on se fait à notre nouvelle vie de parents. On profite de chaque instant, on ne travaille pas pendant un certain temps pour nous permettre de vivre vraiment tous ces moments à trois. On veut s'accorder ce temps pour profiter. On se fait à notre nouvelle vie. On est fatigué, comme tous les jeunes parents. On devient des jeunes parents classiques. La seule chose, c'est que nous sommes les premiers parents de nos bandes d'amis. C'est vrai qu'on est un peu l'attraction de nos amis, la découverte pour tout le monde et l'histoire qui est un peu folle. Nos amis nous soutiennent, mais c'est vrai que dans ces moments-là, on en perd quelques-uns quand même. On en perd quelques-uns parce que les rythmes sont différents.
On ne peut plus se dire ce soir, comme ça, d'un coup, on va dans un bar. Non, il faut prévoir. Donc on peut perdre quelques amis. Aujourd'hui, on est encore en contact avec le chef pompier qui s'est occupé de nous. On lui envoie des nouvelles, on lui envoie des petites photos de Théo pour qu'il voit son évolution, pour qu'il voit comment il grandit. Et il nous remercie à chaque fois. Il nous dit qu'on était l'une de ses plus belles histoires de sa carrière. On est très reconnaissant envers lui parce qu'il a sûrement sauvé la vie de Théo et la mienne aussi, puisqu'on est arrivé très tard à la maternité et les conséquences auraient pu être pires. Aujourd'hui, Théo est en pleine forme. On a pris nos marques tous les 3. On a notre petite routine de famille. Théo est gardé chez l'assistante maternelle. Nous, on a repris le travail. Il grandit, il est heureux, il sourit beaucoup. On se dit qu'on est des beaux-parents, finalement. On veut un deuxième enfant. Moi, je veux une vraie grossesse. Je veux profiter de ces 9 mois qui semblent être magiques. Et on veut construire une grande famille, oui. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 277, un témoignage recueilli par Marion Pépin. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.